Eh bien, bonsoir à tous. Alors, je suis heureux de vous présenter ce soir Virgile de la chaîne Connexion Mystère et qui va vous parler d'un sujet que vous êtes très nombreux à attendre, hein, parce que j'ai vu dans les commentaires que vous m'avez laissés depuis que j'ai fait allusion au fameux Dogman. Justement, Virgile, sa chaîne est vraiment consacrée à tous ces sujets-là, va nous parler ce soir du Dogman. Donc voilà, je suis heureux de te recevoir sur ma chaîne. Donc voilà, si tu peux te présenter en quelques secondes, quelques minutes, comme Eh bien, tu veux. écoute, déjà, merci Denis de me recevoir ici sur ta chaîne. Bonsoir à tous. Alors moi, c'est Virgile Camday, donc je suis le créateur donc, de la chaîne Connexion Mystère qui traite du sujet donc des cryptides, des créatures fantastiques, on peut dire aussi, mais pas que. Il m'arrive aussi de travailler sur des sujets comme les rencontres du troisième type, parce que ça touche aussi le cadre d'une rencontre avec des humanoïdes, et je ne veux pas chasser aussi tous les liens qu'on pourrait faire avec le domaine du cryptide, parce que c'est un sujet complexe sur lequel on ne sait pas grand-chose finalement. Donc voilà, ne pas écarter aussi le sujet de l'ufologie. Et parfois aussi d'autres sujets comme on en a déjà parlé ensemble, Denis, comme cette voiture qui disparaît soudainement, ou Oui. dans le futur, des observations de dames blanches aussi, comme dans les années 80, parce que j'adorais ce sujet-là quand j'étais tout jeune. Et donc, j'essaye de le remettre un petit peu au goût du jour. Mais quand même, dans sa globalité et dans sa généralité, on va dire que la chaîne s'occupe quand même de cet univers cryptide. Voilà. Et donc, ce fameux loup-garou que d'autres appellent Dogman, mais ça, on y viendra plus tard. D'accord. Alors moi, je t'ai découvert cet été, hein, parce que on me parlait beaucoup, on me posait des questions sur le Dogman, les loups-garous, les choses comme ça. Alors moi, c'était pas un domaine que je connaissais particulièrement. Je connaissais plus les histoires de Bigfoot, de Sasquatch, de Yeti, plus ou moins. Bon, ça, j'avais déjà. Bon, c'était pas quelque chose qui m'était inconnu. Par contre, ces histoires de Dogman, de loup-garou, au début, franchement, quand j'en entendais vaguement parler, je pensais plus à des légendes urbaines. Bon, ça, il y en a encore qui se racontent de belles histoires. Et puis, je sais plus comment, je suis tombé sur ta chaîne et j'ai commencé à regarder quelques vidéos de témoignages. Et là, je me suis dit, ah non, mais attendez, là, les témoins sont sérieux. C'est des gens qui n'ont pas l'air d'être des piliers de bistrot en train de raconter des histoires après pas mal de verres, quoi. Et je me suis dit, non, mais là, il y a vraiment quelque chose de super intéressant. Et j'en ai quand même regardé un bon paquet, parce que sur ta chaîne, il y en a quand même pas mal. Et en plus, ce qui m'a surpris, c'est que des histoires comme ça, il y en avait dans ma région, dans les Alpes-Maritimes. Et il y en a eu plus d'une d'ailleurs. Je me Ouais. suis dit, tiens, mais c'est à côté de chez moi, il se passe des trucs comme ça. Bon. Donc, du coup, voilà, je me suis dit, tiens, ça serait intéressant quand même que je prenne contact avec Virgile et qu'il vienne un peu nous parler de tout ça. Alors, pour toi, qu'est-ce qui t'a amené à ça? Comment ça se fait que que tu t'intéresses à ce sujet-là? C'est un long parcours. Alors bon, déjà, moi, avant d'être le créateur de la chaîne Connexion Mystère, je suis déjà témoin moi-même. Donc, j'ai vécu donc cette observation dans le passé, c'était en 2003, où pendant que j'allais, alors cette histoire est assez connue, je la répète assez souvent, et vous pouvez la retrouver d'ailleurs sur ma chaîne, je crois que c'est l'épisode 18 où j'en parle. Donc, où en fait, j'allais voir mon ex-petite amie de l'époque, et donc j'utilisais, en tout cas, je roulais sur une route de campagne, et à un petit virage, en fait, j'ai eu les pleins phares sur quelque chose qui ressemble énormément, en tout cas trait pour trait, à ce qu'on appelle un dogman. D'autres appelleront ça loup-garou, mais à l'heure d'aujourd'hui, j'essaye de faire la part des choses sur les appellations. Et c'est vrai que j'ai été marqué par cette vision. Et je l'ai gardé au fond de moi pendant de longues années, dans un premier temps, parce que c'était difficile pour moi d'en parler, parce que je me suis dit, je vais passer pour un joyeux fanfaron ou un gros fou, enfin un gros débile, un truc comme ça. Enfin, surtout que si on remonte dans le passé, enfin si on va dans le passé à cette époque-là, même si les gens étaient plus ou moins déjà commencé à s'ouvrir, c'était pas évident. Encore parler d'ovnis, de fantômes et tout ça, c'était quand même beaucoup plus facile, j'ai envie de dire.
Mais là, dire carrément qu'on avait rencontré un truc qui ressemble à un loup-garou, je te laisse imaginer le truc, Denis. Donc, ce n'était pas évident pour moi. Donc, je garde le secret. Je le garde intimement pour moi. Et sur ces longues années, en fait, comme j'avais déjà Internet à cette époque-là, ben, je faisais déjà des recherches pour savoir si des gens avaient pu entrevoir quelque chose qui s'apparente à mon observation. Et je suis tombé sur des témoins américains qui semblent décrire une créature qui ressemble énormément à ce que j'avais vu. Et du coup, ça m'a rassuré. Et je me suis dit à ce moment-là, bon, ben, je suis peut-être pas si fou que ça. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. À partir de là, plus tard, après, j'ai contacté Linda Godfrey, avec qui je suis rentré en relation. Un petit moment, mais pas assez longtemps, hélas, parce qu'elle était atteinte déjà d'une maladie à cette époque-là, et ça n'a fait que s'aggraver. Ceci dit, je devais quand même la rencontrer, ainsi que sa famille, juste avant le Covid. Enfin, pendant la période Covid, en fait, j'avais planifié un projet, c'était d'aller à sa rencontre et de faire un reportage là-bas, dans le Wisconsin, dans le Michigan aussi. Mais ça n'a pas pu se faire parce qu'il y a eu la crise Covid qui a tout gâché. Mais avant ça, avant ce projet-là, moi, je n'étais pas censé, et je ne souhaitais pas d'ailleurs, m'exposer sur YouTube. Je ne souhaitais pas faire de chaîne, tout simplement. Ce n'était pas mon délire du tout. Et je trouvais que Lionel Camille faisait très bien le job là-dessus. Mais le seul problème, c'est qu'en fait, au bout de 2 témoignages, il a décidé d'arrêter parce qu'il subissait des pressions et tout ça. Et donc, il a dit, j'en parlerai plus, c'est fini. Donc, moi, en tant que témoin, ça m'a frustré. J'ai dit, mince, à qui je vais me confier? Ensuite, il y a une autre chaîne qui ouvre, qui parle aussi du même sujet. Je me dis, ah, cool, une autre personne qui traite ce sujet. Je me dis, génial. Seul problème, c'est que j'avais un peu d'a priori sur le personnage. Mais bon, je me suis dit, on ne sait jamais, on va voir, on verra bien. Et puis, je regarde le premier reportage et étant quand même un minimum connaisseur de tout ce qui est aspect montage vidéo, sonore, je côtoie beaucoup de DJ aussi autour de moi. Donc, si tu veux, quand j'ai vu le reportage et que j'ai vu le premier son qui est utilisé, enfin le son qui est utilisé à la fin, qui n'est pas spatialisé, c'est-à-dire que le son reste comme s'il était sur la caméra, même quand la caméra bouge. Donc, on voit ça n'a pas été travaillé pour donner l'impression que le son vient de gauche et puis se dissout quand la caméra bouge. Donc, on sent que le son a été rajouté. Ça ne filme pas l'endroit où ça grogne, donc je ne comprends pas. Le but, c'est d'essayer d'avoir l'image de la chose. Sauf que là, j'ai l'impression qu'on filme plus l'herbe qu'autre chose. Donc, du coup, ça m'apparaît beaucoup trop gros, trop fake. Et là, ça m'a agacé parce que je me dis, mince, j'aurais pu parler aussi à quelqu'un d'autre, mais finalement, je vois qu'on rajoute certains artifices assez grossiers, il faut le dire, et ça m'a dérangé. Ceci dit, j'ai laissé le temps passer. Je me suis dit, au bout d'un moment, il y a bien quelqu'un qui va se bouger, qui va faire quelque chose, d'honnête et de sincère. Et les mois sont passés, et il n'y avait rien qui se faisait. Bon, moi, j'étais frustré, mais c'est pas grave. Je ne voulais pas être sur YouTube, donc je laissais le temps passer. Et puis, troisième confinement, et là, troisième confinement m'a fait mal aux pattes, c'est-à-dire que je me retrouve encore une fois à aller travailler, puis je ne peux pas aller bosser, puis on me dit, ah ben si tu peux y aller, mais à l'extérieur, puis là, ah ben non, là, tu n'as plus le droit, et machin. Ouais. Enfin bref, j'avais l'impression d'être un pion, chaque jour, les lois changeaient, on ne savait pas si on pouvait les travailler ou machin. Quand je déclarais pour avoir mon aide de l'État, je ne l'avais pas, parce qu'il fallait avoir 50% de pertes, j'en avais 43%, Denis, c'est énorme. Mais je touchais que dalle parce que j'étais pas à 50%. C'était une période très difficile pour moi. J'ai pris 20 kilos dans la tronche parce que j'ai découvert le stress, l'anxiété, des choses, parce que moi, je suis quelqu'un d'épanoui à la base. Donc, je t'avoue que ça commençait à être difficile. Et là, je me suis dit, dernier confinement, il faut que je passe à l'action. Il faut que je fasse quelque chose parce que je vais péter un plomb. Et donc, je me suis dit, vu qu'il n'y a toujours personne qui traite ce sujet-là d'une manière profonde et sérieuse et sincère, pourquoi pas essayer? Pourquoi pas essayer? Je me dis, bon, si ça fait un flop, c'est pas grave. J'aurais essayé, puis de toute façon, c'est pas dans mon objectif d'être youtubeur, si tu veux. Donc, mais je me dis, ça peut être sympa d'essayer. Et puis, je suis témoin. Donc, je me dis, au moins, je sais que si j'en parle sur ma chaîne, je sais que je serai... voilà, c'est ma chaîne, donc je sais que ça sera honnête, quoi. Et donc j'ouvre la chaîne et je me dis, pour faire la part des choses, c'est-à-dire ouvrir une chaîne, mais faire les choses différemment. C'est-à-dire que c'est vrai que là, on voit le buzz des chasseurs de fantômes. Oui.
c'est vrai qu'il y en a partout, tous les jours, on a l'impression qu'il y a une chaîne qui ouvre à chaque fois sur ces fameux chasseurs de fantômes. Et souvent, on voit la même police d'écriture, on voit la méthodologie qui est la même que les autres chasseurs de fantômes. On voit toujours les plans de drone au début et disant oui, ici, il s'est passé quelque chose. Et donc, en fait, on a l'impression de voir que, alors, certes, c'est des chasseurs différents, si on peut dire chasseurs, mais dans le fond, ça reste quand même un concept que tout le monde copie, en fait, et ça reste la même chose. Donc, après, voilà, des fois, je regarde, ça reste intéressant, surtout quand c'est fait par des passionnés. Mais moi, je voulais vraiment me différencier des autres chaînes avec quelque chose d'à part qui amène la patte Connexion Mystère. C'est-à-dire que quand tu regardes ma vidéo, tu dis « Ok, ça, c'est fait par Virgile. Je reconnais le grain Connexion Mystère. » Pour moi, c'est vraiment important de se départager des autres chaînes et d'avoir aussi une méthodologie différente. Parce que, comme je le dis, c'est un sujet très complexe. Il faut être minutieux, il faut prendre le temps d'enquêter. Et donc, j'avais déjà contacté dans le passé, comme je l'ai dit avant, j'étais en contact avec des personnes aux États-Unis qui avaient été témoins d'une observation de Dogman. Et donc, je les ai recontactés. Je me suis dit, ben voilà, je veux ouvrir ma chaîne. Est-ce que je peux utiliser ton témoignage pour le mettre en lumière sur la chaîne, pour que les gens, les Français, puissent en prendre connaissance? Et j'ai commencé comme ça, c'est-à-dire avec des témoignages inédits venus des États-Unis, mais aussi inédits dans le monde entier. C'est-à-dire que c'était rigolo parce que je recevais donc des témoignages d'Américains qui n'avaient jamais témoigné chez eux. Donc c'est pour ça que j'étais vraiment content de pouvoir donner cette exclusivité aux gens qui arrivaient sur la chaîne et qui pouvaient avoir droit à des témoignages venus des États-Unis, traduits, et qui ne sont jamais apparus aux États-Unis. Parce que c'était des gens avec qui j'avais gardé les contacts et qui n'avaient pas forcément dans l'idée ou l'objectif d'en parler sur des chaînes américaines. Voilà. D'accord. Et alors là, je pense que tu as dû mettre quand même pas mal de l'eau à la bouche à tous ceux qui nous regardent et qui doivent se dire, mais qu'est-ce que tu as vu au final qui t'a amené à faire créer cette chaîne? Parce que, bon, les gens doivent se dire, pour qu'il fasse tout ce qu'il fait, il a dû voir quelque chose quand même d'impressionnant. Alors, évidemment, moi, les abonnés qui me suivent, ils sont plus... Enfin, ils me suivent beaucoup pour les choses, tout ce qui est galactique, spirituel, astral et compagnie. Donc, ils doivent se poser la question, mais ils s'intéressent aussi à cette histoire de Dogman, de plus en plus. Donc, ils doivent dire, mais qu'est-ce que tu as vécu exactement? Écoute, je vais te le dire, je vais vous le dire, du coup. Oui. En fait, quand je suis arrivé à ce virage, j'ai déjà vu une forme avec mes codes, une forme d'assez grande taille. Et puis ensuite, donc, j'ai mis les pleins phares et là, donc, j'ai bien vu ce que j'ai vu. Donc, on va dire que la créature se trouvait, on va dire, à 3-4 mètres de moi maximum, parce que moi, j'étais sur la voie de droite et elle était sur le côté. Donc, il y avait un côté un petit peu dégagé avec du gravier. Et après, derrière, il y avait un champ. Et donc, en fait, elle était sur ce gravier et donc, elle avait un genou sous le talon sous le genou et le genou posé au sol. Et l'autre genou surélevé parce qu'il y avait un morceau de carcasse qu'elle avait dessous ce genou. Et elle avait une autre partie donc, de cet animal mort, une plus petite partie, qu'elle tenait dans ses mains. Et je pense que alors pour moi, avec du recul, je pense que c'était peut-être une voiture qui avait percuté un animal et donc qui l'avait tué. Et en fait, cette chose était venue, avait juste récupéré ce qu'il y avait pour le manger, quoi. Un roadkill, voilà. Et comme un charognard le ferait, en fait. Voilà. Et là, en fait, ce qui me perturbe et ce qui me choque, c'est qu'en fait, au moment où je fais les pleins phares, et donc je vois cette position bien précise que je détaille ici et maintenant, je vois donc cette créature qui mange en utilisant ses mains comme si nous, on mangeait un hamburger ou un sandwich, en fait. Et ça me perturbe parce que je me dis, quel animal, enfin, c'est pas un écureuil que j'ai en face de moi, tu vois ce que je veux dire, Denis? Oui. Je me dis, c'est quoi ce bordel, quoi? Et puis, il y a ce mouvement de tête qui me met encore plus mal à l'aise. Et comme j'aime dire, c'est à la fois élégant et déstabilisant et effrayant. C'est-à-dire que c'est très souple, très fluide. La tête se lève comme ça, tac. Et de suite, ses yeux, paf, se joignent aux miennes. C'est-à-dire, elle sait où je me situe dans la voiture. Elle me situe directement.
et elle me perce avec ses yeux, elle me regarde directement. Voilà. Et elle est comme ça. Par contre, elle n'ouvre pas la bouche, elle ne montre pas d'agressivité, rien du tout. Donc, alors qu'elle est en train de manger. Hop, la bouche fermée, et là, elle me regarde dans la voiture et elle ne me lâche pas du regard. Donc, ce qui fait que je distingue bien les yeux. Donc, c'était des yeux légèrement en amande et tout jaune. Mais quand je dis jaune, c'est un jaune, comment dire, ouais, très jaune et luminescent. C'est-à-dire que ce n'est pas ma voiture qui faisait un reflet, comme ça peut donner cette illusion. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment très jaune. Quand il y a le reflet des phares de voiture, c'est souvent blanc, plutôt blanc. Là, c'était vraiment jaune, c'était habité. Et je remarque très aisément qu'il n'y a pas de pupille. Il n'y a pas de pupille. C'est vraiment tout jaune en amande et il n'y a pas de pupille. Et donc, ça me regarde et ça me suit du regard jusqu'à donc que je sors de son champ de vision. Et moi, je continue mon chemin sur la route. Et là, dans ma tête, c'est Google Research, direct. C'est quoi, putain, c'est quoi, putain, c'est quoi. Et là, je m'imagine tout. Je me dis, il faut que de suite, je donne un nom à ce que j'ai vu pour voilà, rationaliser, être plus à l'aise, me dire c'est bon, c'est une connerie, c'est un gros chien noir qui... Voilà, je sais pas. Seulement, le problème, c'est que les traits de cette chose enfin, les caractéristiques que j'avais remarquées ne sont pas des caractéristiques d'autres animaux communs que l'on connaît, surtout ici en France. Donc moi, la couleur noire, j'essaye de l'apparenter à une panthère. Je me dis, allez, c'est une panthère qui s'est échappée d'un zoo, elle est venue bouffer un truc là parce qu'elle a trouvé sur la route et basta. Mais une panthère, ça n'a pas des mains. Là, je distingue bien des mains, c'est pas des pattes de kleps, tu vois. Donc là, je vois bien des mains qui mangent quelque chose. Je remarque aussi des épaules. Je remarque un corps en V, très tracé. Ah ouais. Alors pas bodybuildé, mais tracé, tu vois. On voit bien les traces, on voit bien les muscles, et ça descend en V comme ça, et les pattes donc plus petites. Mais enfin, moi, je vois surtout au niveau des quadriceps. Les quadriceps sont vraiment très musclés, très balèzes. Mais par contre, le corps est plus long, plus en V. Donc, j'imagine que les bras sont aussi plus longs. Parce que quand elle mange comme ça, je vois que les avant-bras sont quand même assez longs. Et donc, elle est en train de manger. Et c'est ce qui me perturbe, c'est ses mains et ses bras qui mangent comme nous, on mange un sandwich. Et je sais que ça, j'ai toujours voulu essayer de l'enlever, de le supprimer de ma mémoire. Mais je n'y suis jamais arrivé. Parce que c'est ce fait marquant qui me fait dire qu'il y a quelque chose qui cloche dans ce que j'étais en train de voir. La taille aussi. Même si sur le moment, je ne suis pas impressionné par la taille, parce que cette chose, je ne l'ai pas vue bipède, c'est-à-dire je ne l'ai pas vue debout à aucun moment. Ceci dit, en ayant les talons sous les fesses et l'autre le genou surélevé, je dois te dire que si je prends sa taille avec ses talons sous les fesses, de sa tête jusqu'à ses pieds ou ses pattes, tu vois, ça arrive quasiment au toit de ma voiture. Oui, donc ça fait déjà très long. Ça fait 1 mètre combien? Ça ferait 1m60 peut-être pas 1m60, mais un bon 1m40, un bon mètre. 1m40 accroupi, quoi, en gros, on va dire. C'est ça. Et donc, cette chose, avec du recul et en analysant bien ce que j'ai vu dans le passé et sa façon d'être, je me dis qu'effectivement, il est fort probable qu'elle puisse se mettre en mode bipède. Et là, si par contre elle se lève, je pense qu'on dépasse quand même bien les 2 mètres. Donc, voilà, sacré bestiole, quoi. Bon, elle ne l'a pas fait, mais en tout cas, elle m'a donné l'impression que ça pouvait se faire. Voilà. Et donc, jusqu'en 2018, je crois, donc pareil, donc moi, je me renseigne à côté et je tombe sur ces témoignages américains. Mais là où je suis rassuré et que je me dis vraiment que ça y est, on va pouvoir parler, c'est quand Alain, le premier témoin en France, a communiqué son observation, a été le premier donc à parler là-dessus. Et là, j'ai dit, waouh, trop bien, super, ça y est, ça va faire effet boule de neige, quoi, tu vois. Oui, c'est ça. Et alors, Alain, si je ne me trompe pas, c'est celui qui est dans les Alpes-Maritimes. Alors, Alain, il est Nice. Oui, c'est ça, c'est Alpes-Maritimes, c'est ça. C'est celui oui, que. École de Vence et tout ça, quoi. Oui. Voilà, qui est au-dessus de Nice et qui, lui, l'a rencontré. Alors, je ne me rappelle plus si c'est de jour ou de nuit non plus. De nuit. Mais c'est une histoire hallucinante. Hein.
parce que là, il y a vraiment alors, tu m'en diras plus, hein, mais dans beaucoup de témoignages que j'ai écouté sur ta chaîne, hein, il y a une espèce de relation qui s'établit, on va dire, entre guillemets, entre cette créature et le témoin. Tu peux m'en parler un peu de cette espèce Alors, de truc qui se passe à chaque fois, là? alors effectivement, c'est vrai que certains témoins, parfois, ont une interaction qui va plus loin qu'un simple échange de regards. Soit ils sentent qu'à travers le regard de cette créature, ils se sentent scannés de l'intérieur, comme si d'un coup, elle prenait toutes les informations et qu'elle connaissait tout de nous. Donc on a ce genre de description parfois, mais on a aussi, dans des cas très rares, mais ça arrive, où là, il y aurait une communication qui se ferait comme de la télépathie. Voilà. En ce qui concerne Alain, je sais qu'Alain, lui, par exemple, elle avait la créature qu'il a rencontrée avait les yeux rouges. Moi, j'en déduis à l'heure d'aujourd'hui, après, c'est que ma déduction à moi, je peux très bien me tromper, et je n'ai absolument pas honte de me tromper. Au contraire, ça peut arriver, surtout dans un domaine aussi compliqué. J'ai l'impression que quand cette chose a les yeux jaunes, elle est beaucoup moins agressive. Et je pense que si on fait attention à chaque détail donné lors des témoignages, on verra que quand la créature a les yeux jaunes, elle ne grogne pas, elle ne semble pas montrer les dents ou montrer cette domination du genre regarde, fais gaffe à toi, si je veux, je peux arriver et te défoncer en 2 secondes. Alors que quand elle a les yeux rouges, il y a un côté, j'ai l'impression, plus agressif. Elle montre un peu plus les dents, on attend parfois des grognements. Donc déjà, je pense que c'est des détails importants à retenir. Et donc, j'en déduis que quand ça a les yeux jaunes, ça semble beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, j'ai envie de dire. Et quand ça a les yeux rouges, il y a un côté un peu plus agressif, un peu plus regarde-moi. Et il faut tenir compte aussi qu'il y a quelque chose qui revient, surtout dernièrement, c'est les yeux noirs aussi, tout noirs. Ah bon? Voilà. Alors, comment on fait pour les voir? En fait, on ne distingue rien, du coup. En fait, ouais, on distingue. C'est tout noir. Ouais. C'est con, hein, mais moi, je pensais, par exemple, à la protection du requin. Tu sais, quand le requin, il sort, il y a une sorte de protection noire qui se met sur l'œil. Alors, est-ce que c'est... Je me dis, après, voilà, c'est encore... Mais il faut chercher, on est dans cette démarche. Donc, j'essaye de trouver des relations comme ça avec certains animaux ou autres pour arriver à comprendre l'aspect de... Ben voilà, que ce soit des yeux ou d'autres traits très physiques de cette créature. Alors, la couleur dominante de ces créatures, en général, c'est plutôt tourné vers quoi? Du marron, du noir? Noir, ouais, très noir. Un noir qu'il est rare d'observer, c'est-à-dire, alors moi je dis peut-être le noir corbeau, mais j'ai l'impression que c'est encore plus noir. Moi je sais que c'était tellement noir que même la nuit, enfin je veux dire, j'avais la nuit derrière, hein, je voyais, c'était plus noir que la nuit. Tu voyais la silhouette dessinée tellement que c'était noir. C'était noir, je ne sais même pas si j'ai revu un noir. Peut-être qu'on peut, je ne sais pas, est-ce que tu pourrais le comparer à une panthère noire? Tu vois, la couleur d'une panthère noire, noir luisant presque, un peu brillant. Alors, moi, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je ne pouvais pas faire autrement, j'ai dit c'est une panthère, pour le noir d'ailleurs, tu vois. Pour la couleur. Mais ouais, un noir comme ça, mais peut-être encore plus profond. Voilà. Et la tête, c'est comme un peu comme dans les films un peu de. Et là, c'est pareil, j'ai l'impression. Tête de loup. En fait, c'est les descriptions changent un petit peu. On a soit des museaux assez longs qui pourraient se rapprocher du berger allemand, on va dire, d'un malinois, ou on a des traits beaucoup plus où vraiment le museau est plus plat et plus carré. Moi, par exemple, je sais que ça n'avait pas un long museau. Ça avait un museau, mais pas prononcé. C'était plus carré, plus large, ce qui donnait quand même l'impression d'avoir une bonne mâchoire, tu vois. Et j'ai pas vu ce long museau comme certains peuvent le décrire, par exemple. Donc, voilà, les caractéristiques physiques peuvent aussi changer. Après, le noir, pour en revenir à cette couleur, revient quand même assez fréquemment. Pareil, tu vois, tu disais le côté luisant de la panthère, c'est bien que tu dises ça, parce que c'est vrai qu'il y a un côté ici qui semble un peu plus touffu, au niveau du cou et de la tête,
Et sur le reste, en fait, on a l'impression que le poil est un peu… moi, par exemple, quand je l'ai vu, ça faisait des reflets blancs un peu parfois. Alors moi, je disais, ça donnait l'impression que la bête sortait de l'eau. Mais en fait, je pense que c'est pas ça. C'est plus un reflet un peu comme du cuir. Tu vois, un peu comme on le voit chez les gorilles parfois. Qui sont plus Oui, hirsute un peu, là où il n'y a pas de poils, quoi. Ouais. Par exemple, les gorilles n'ont pas de poils sur le torse. Alors moi, je pense que si, c'est des poils. Mais tu vois, plus comme tu le vois un peu sur les cheveux. C'est-à-dire que c'est collé, c'est un peu comme… bon, il y en a qui disent du cuir, c'est vrai que ça pourrait être ça. Et du coup, ça lui… Mais c'était propre, ça faisait propre. En tout cas, moi, quand je l'ai vu, ça faisait pas ça. D'accord. Et j'ai pas vu des dents pleines de sang et tout ça. D'accord, ouais. Et donc, il y a eu pas mal de témoins qui l'ont vu debout et qui donnent une taille approximativement de combien à peu près? Alors, la plupart du temps, ceux qui l'observent en mode bipède disent le plus fréquemment c'est équivalent à 2,20 m, 2,40 m maxi, j'ai l'impression. Ouais. Je ne pense pas que ça a dépassé les 2,40 m sur la plupart des témoignages. Mais on est entre 2 mètres et 2,40 m. Et par contre, voilà, il y a peu de témoignages, mais il y en a où la taille est quand même plus… où c'est plus petit. Par exemple, je pense à Alain, je crois que c'est à 1,70 m maximum, en gros, entre 1,70 m et 1,60 m, ou si je dis pas de bêtises. Donc, c'était pas quelque chose de géant, mais par contre, voilà, il le voit en bipède, il voit que la bestiole est sacrément bien tankée, quoi. Puis lui, par contre, distingue des dents avec les yeux rouges. Donc, il y a un côté un peu agressif où m'as-tu vu, regarde-moi, maintenant que tu m'as vu, je suis là. Et puis, il y a ce côté aussi, il faut le retenir, et le témoignage d'Alain en fait partie, c'est qu'il y a un côté qui donne cette impression qu'on a affaire à autre chose qu'un simple animal. C'est vraiment important de le dire. Par exemple, quand la bête disparaît, la créature disparaît sous les yeux d'Alain, elle monte sur la petite murette. Et là, si c'est un animal commun, je veux dire, il saute, soit il s'arrête parce que c'est dangereux. Il passe sur le côté, il longe le côté de la route et basta. En fait, il agit comme un animal, quoi. Là, elle se met debout sur la petite murette et elle fait ça. Et elle saute. Donc, je suis désolé, mais pour moi, si on s'arrête à ce détail-là, on est face à une caractéristique carrément humaine, c'est-à-dire… Qui analyse, ouais, c'est un peu, allez, salut, tu vois, tu m'as vu, allez, un de ces quatre. Il y a vraiment, ça fait vraiment, il y a un côté, enfin, un animal, il va pas faire, hé, regarde, allez, salut. Enfin, pour moi, on sort du cadre juste, en tout cas dans la façon d'agir. Et là, en plus, quand elle saute dans le vide, quoi, disons-le. Moi, j'y suis allé en plein jour avec Alain, donc il m'a montré où elle était, où elle a sauté. C'est-à-dire que sur le côté gauche, tu as un petit sentier comme ça qui descend. Donc, c'est-à-dire que si la créature s'était mise plus à gauche, éventuellement, elle saute et elle atterrit sur ce petit sentier qui descend. Donc, c'est moins risqué. Et tout à droite, par contre, ça remonte un peu aussi. Donc, éventuellement, si elle se met plus sur la droite, il y a moins de hauteur, il y a moins de vide. Seulement, la bestiole, elle saute à l'endroit où le périmètre est le plus abrupt. C'est-à-dire, il y a au moins 8 bons mètres de vide, si ce n'est pas plus. Et la bête, donc, elle se retourne, elle jette ce dernier regard à Alain et elle saute là. Donc, ça laisse imaginer oui, ça veut dire qu'il y a quand même des performances physiques hors normes de la part de ce genre de créatures, quoi. C'est ça. Je le répète d'ailleurs assez souvent, c'est que des fois on lui donne le nom de loup-garou dogman, mais peut-être que les deux appellations ne sont pas bonnes, parce qu'on lui donne par rapport à son aspect physique humanoïde, ce qui est normal, parce qu'on se réfère à ce qu'on connaît. Mais les caractéristiques, même quand ça court, les témoins parlent de félin, c'est-à-dire que c'est des mouvements de félin. Alors bien sûr, certains diront oui, mais il y a des canidés, ils montent hyper haut, ils sautent hyper haut, ils vont très vite. Oui, mais certaines espèces. Et le canidé, le chien qui va sauter hyper haut pour aller chercher un truc, il a entraîné tous les jours par son maître à faire ça. Mais à la base, il n'a pas les caractéristiques pour faire ça du jour au lendemain. C'est un entraînement au quotidien. Là, on parle quand même
de quelque chose qui est vraiment, c'est 40 fois Usain Bolt. C'est des déplacements incroyables, des sauts qui dépassent l'entendement, et c'est caractéristique féline. Oui, et puis il y a le comportement avant la fuite aussi, c'est-à-dire que d'après ce que j'ai écouté dans certains témoignages, quand la créature est, je ne vais pas dire découverte, mais elle est vue par le témoin, il y a tout, comme on en parlait tout à l'heure, il y a cette espèce de comportement où elle va le regarder bizarrement, elle va s'approcher de lui aussi. C'est ça, comme dans le cas d'Alain, je crois qu'elle se rapproche, si tu peux me dire, là, elle se rapproche assez proche de la voiture. Hein, elle vient à côté de lui, elle le suit, tout comme Craig, donc l'Amérindien que j'ai interviewé sur ma chaîne, dont la créature fait exactement la même chose, elle le poursuit et elle le regarde comme ça, en train de conduire, quoi. Donc la chose ne part pas, ne s'enfuit pas, au contraire, elle vient, elle se montre, et il y a vraiment un échange, quoi, qui se fait. Donc encore une fois, on est face à, et en mode bipède en plus, donc on est face à quelque chose qui, pour moi, va au-delà de simplement l'aspect juste animal. D'ailleurs, moi je pars du principe qu'il faut s'entourer de vrais professionnels pour avancer sur un sujet aussi complexe. C'est pour ça que là, dernièrement, j'ai fait appel à un éducateur animalier, une éducatrice animalière, qui est venue avec moi sur le terrain, qui a écouté le témoin et qui a donné donc son analyse à la fin, quand le témoin a fini de parler. Et là, elle explique très clairement que du début jusqu'à la fin, si c'est un animal, à aucun moment, du début de l'histoire jusqu'à la fin du témoignage du témoin, la créature a réagi comme un animal le ferait. À aucun moment. Donc c'est là où c'est perturbant. Et ça rejoint aussi d'autres témoignads. Donc quand c'est un professionnel qui te le dit, parce que pour moi c'est important que ça soit fait par des professionnels, c'est perturbant. Mais ça fait avancer aussi la recherche. Alors, moi, je connais pas beaucoup. Je connais que quelques-unes des histoires que tu as mis sur ta chaîne. Alors, les gens, je pense que ceux qui nous regardent, ils doivent se dire, mais une créature comme ça, impressionnante, qui a l'air un peu agressive sans être agressive, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a eu des cas, justement, où cette créature aurait attaqué volontairement des humains, quoi? Alors ça, c'est une bonne question, mais c'est pas évident d'y répondre, tout simplement parce que, alors en France, j'ai envie de te dire non. Mais tu vois, quand je parle par exemple à Yannick, ou dans le Puy-du-Dôme, là où je me suis rendu récemment, il explique que cette chose le prend. Si cette chose le prend, il disparaît. Ah oui. C'est-à-dire, il disparaît. Le gars, on ne le retrouve jamais et on ne sait pas ce qu'il a pris. C'est clair et net. Si le sol est sec, parce que si c'est une journée où il a fait soleil, le sol est dur, c'est pas évident d'aller trouver des traces. Donc le truc, il arrive avec les facultés qu'il a, ses caractéristiques physiques, il embarque, c'est terminé. Le truc, tu ne le retrouves jamais. Donc si tu veux, il se peut que, encore une fois, on met les guillemets, il se peut que peut-être dans certaines disparitions mystérieuses où rien n'est laissé, où on ne retrouve rien, ni des années plus tard, ni le corps, ni rien, est-ce qu'on peut envisager que ça soit un truc comme ça qu'il ait pris et fait disparaître? Pourquoi pas? Maintenant, ça, je mets de côté, mais pourquoi pas? Voilà. Pour répondre à ta question ici en France. Mais par contre, aux États-Unis, il semble avoir eu des attaques, voire même plus. Pourquoi je dis ça? Parce que là, je suis en contact très fréquemment avec le shérif retraité qui a travaillé sur l'affaire Land Between the Lake, qui a aussi été park ranger en même temps, qui a fait face d'ailleurs à ce Dogman et à des Bigfoot aussi, et qui s'est retrouvé aussi face à des corps mutilés, où il a été obligé de dire que c'était des ours ou des pumas, donc des lions de montagne, qui avaient fait ça. Et c'est depuis qu'il a la retraite, là, depuis quelques années, qu'il a commencé à divulguer et à dire ce qu'il pense vraiment. Donc, lui, il pense que ces corps mutilés qu'il a retrouvés, où il a dû dire que c'était des ours ou des lions de montagne, lui me dit que pour lui, en tout cas, ça serait le Dogman qui aurait fait ça. Ensuite, sur l'affaire Land Between the Lake, il y a eu des morts. Moi, je pars du principe que c'est peut-être sûrement même
une légende urbaine, mais en écoutant un témoin sur une chaîne américaine, là, on voit bien qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé de toute façon. Donc même si ça a été extrapolé, exagéré, pour donner de la sensation, tu vois, comme même faire les Américains, on est quand même face à une histoire très sombre où il y a eu potentiellement des morts, voire au moins un mort, dû à une attaque d'un animal assez coriace et colossal, quoi. Et pour finir, il faut savoir qu'il y a aussi, parce qu'on ne sait pas tout, mais ça je l'ai appris récemment, c'est qu'il y a un groupe d'enfants qui étaient partis donc, visiter cette aire de récréation, comme ils appellent là-bas, c'est voilà, un grand parc où on peut se promener, tout ça. Et donc, un groupe d'enfants aurait disparu dans les années 70 et n'aurait jamais réapparu. Voilà, donc il y a des choses qui se passent là-bas qui sont assez flippantes, assez effrayantes. Maintenant, est-ce qu'on doit tout mettre sur le dos du Dogman? Je ne sais pas. Je sais que là-bas, il n'a pas bonne presse et que beaucoup de témoins parlent l'avoir aperçu dans le Kentucky. Et donc, cette fameuse histoire de Land Between the Lake, et en étant en contact avec le shérif, que je dois, normalement, si tout se passe bien, rejoindre en avril prochain directement là-bas sur le terrain, pour lui, il ne fait aucun doute qu'il y a déjà eu des attaques là-bas dues à cette créature. Mais qu'est-ce qui... alors, je ne sais pas si tu l'as révélé ou pas, ou si tu peux le révéler. Qu'est-ce qui, pour lui, fait en sorte, d'après les traces de mutilation, fait en sorte que ça ne peut pas être un ours ou un loup ou une créature comme ça, et quelle est la différence qui tu vois, parce que bon, en ours, en général, il va lacérer, il va y aller franco, quand on a vu, il est ventre. Hein. Et puis après, il bouffe. C'est très simple, Denis, et j'invite les gens à le faire. Vous allez sur YouTube et vous tapez Kentucky, mutilation de gens qui ont été retrouvés comme de la charpie et tout ça. Et vous allez voir en fait que les informations en parlent. Donc, les informations locales parlent de ces corps retrouvés. Je crois que sur ma vidéo du Land Between the Lake, où je fais la traduction, encore une fois, faites attention. Pour moi, dans sa globalité, ça reste quand même très sensationnel et il y a beaucoup de choses qui ont été rajoutées pour rendre l'histoire encore plus incroyable et frissonnante. Mais je sais qu'au début, j'avais trouvé plein de vidéos donc, qui parlaient de ces corps retrouvés, dont le corps d'un ado de 13 ans, je crois, donc, qui retrouvait mutilé comme de la charpie. Et là, il faut savoir que la police s'est déplacée, des experts se sont déplacés, des vétérinaires, tout le monde est allé sur le terrain pour voir ce qui s'était passé. Et ils en concluent qu'ils n'arrivent pas à savoir qui ou quel groupe d'animal a fait ça. Donc, ça veut dire que des experts se sont penchés sur ces affaires-là, mais n'ont pas répondu à la question de qui a fait ça. Ou alors, on part sur l'idée d'animal, hein. On ne parle pas sur l'idée que ça soit un humain, on part sur l'idée que ça soit un animal. Ils n'ont pas pu y répondre. Et en revenant pour revenir sur le shérif retraité, donc sur Martin, lui a des connaissances qui lui permettent aussi, en tant que professionnel, en tant que park ranger, de savoir que pour lui, ça serait une attaque de quelque chose qu'on ne connaît pas. Et c'est pour ça qu'il parle de Dogman, parce que les corps sont vraiment comme de la charpie. C'est... Ouais. Après, je me pose la question, parce que je me dis, bon, les gens qui vont enquêter sur des lieux de crime comme ça, ils vont rechercher des traces ADN, et si c'est un ours, ils trouveront des traces. Enfin, c'est obligé que ça laisse des traces, donc effectivement, ça paraît curieux qu'ils ne puissent pas affirmer que ce ne soit pas un ours ou une meute de loups, quoique le loup n'attaquerait pas les choses comme ça. Pas Après, est-ce qu'ils ne l'ont pas peut-être prouvé, mais ils ne le disent pas? Parce qu'il faut savoir que c'est des parcs très touristiques. Ouais. Et je pense à Craig, l'Amérindien, qui a témoigné. Lui, par exemple, et c'est intelligent ce qu'il a fait, et c'est ce que tout le monde aurait fait finalement. Quand il a eu cette chose qu'il a suivie, et qu'ensuite elle est partie dans une direction, je ne sais plus où, elle partait dans une certaine direction où il y avait un jogger. Et donc je me rappelle, parce que je m'étais marré quand il a dit ça, donc il baisse la vitre, il fait « Ah !» Il gueule au jogger, il fait « Fais gaffe !» En gros, il dit « Fais attention, il y a une bestiole qui arrive vers toi. » Et le jogger, il le regarde, il lui fait un doigt quand même, il fait « Qu'est-ce que tu veux, toi ?» Et il ne comprend pas pourquoi il lui gueule dessus. Ah ouais. Alors du coup, il lui fait un fuck. Et ça reste là, donc il continue, et vite, il va à la mairie.
Et il dit oui, voilà, j'ai vu une putain de bestiole. Et le lendemain, il y avait le feu d'artifice, je crois, du 14 juillet, si je dis pas de bêtises. En tout cas, il y avait un événement qui se passait là-bas. Et donc, vite, il va à la mairie, il dit oui, voilà, j'ai vu ça, machin et tout. En tout cas, il semble que la mairie n'ait pas voulu en parler plus que ça. Les park rangers n'ont pas voulu se déplacer et tout, parce que lui, ça lui a donné l'impression qu'en fait, si on parle de ça, financièrement, ça ne fait pas tourner l'argent. C'est-à-dire que ça peut faire peur aux gens, donc les gens ne vont pas venir, les gens vont moins venir dans les parcs nationaux, vont moins visiter, et donc financièrement, ça va être la banqueroute. Et donc, en gros, ils ont dit, OK, ils sont plus ou moins au courant, mais on va mettre ça sous la table. Et ce qui est rigolo, c'est que quelques jours après, il retrouve ce Joker, je ne sais plus où, et il lui dit « Ah, merci beaucoup ». Et en fait, le Joker s'excuse et lui dit « Merci beaucoup ». Parce qu'en fait, il semble que plus tard, il ait vu quelque chose bouger, il ait vu quelque chose passer. Et il a compris qu'en fait, il alertait pour lui dire « Regarde, il y a quelque chose qui arrive vers toi, fais gaffe ». Et donc, je pense que dans le Kentucky, au lac du Lake, qui est un endroit très, très touristique, très visité, si on expose aux gens qu'il y a une bestiole bizarre qui se balade et qui déchiquette des gens, je pense que ça ne va pas faire bonne presse. Non. Et que du coup, là, c'est la banqueroute aussi. Donc, voilà, c'est discutable. Voilà, c'est discutable parce qu'il n'y a pas de preuve formelle. Enfin, de toute façon, le pauvre gars qui s'est fait bouffer, on va dire, lui ne pourra pas témoigner. Hein. Je pense que c'était le 4 juillet, hein, pas le 14. L'Independence Day, ouais. Voilà, je suis dans l'Independence Day, voilà. Ouais, donc, oui, mais ça serait quand même, par rapport au nombre de témoins qu'il rencontre, le nombre de supposées attaques, c'est très peu, quoi. En fait, on ne peut rien confirmer, c'est ça. Alors aujourd'hui, on ne peut pas confirmer qu'il y a eu vraiment des attaques. Maintenant, ta question est intéressante parce que oui. C'est ce qu'on pense de suite hein, quand on voit une bestiole comme ça. Est-ce que ça va nous bouffer ou pas, quoi? Et oui, c'est ça, c'est normal. On a peur pour notre sécurité. On se dit, on se balade et il y a un truc comme ça qui nous tombe dessus. Vu les caractères physiques qu'il a, j'imagine qu'il pourrait nous attraper très vite et nous faire disparaître très vite. Mais à l'heure d'aujourd'hui, voilà, malgré ce que je suis en train d'émettre et ce que j'ai reçu comme information, même si ces informations peuvent être crédibles, rien ne prouve ou n'atteste qu'elles sont vraies non plus. Tu vois. Donc, c'est le point d'interrogation. Et en France, est-ce que tu aurais un chiffre à peu près de nombre de cas que tu aurais recensés, de témoins qui auraient rencontré cette créature à peu près? En fait, c'est compliqué parce que, disons que des fois, les gens vont s'imaginer qu'il y a plus de témoignages, donc il y a plus de gens qui les voient, mais en même temps, la parole se délie. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a des chaînes comme la mienne et d'autres qui permettent aux gens, aux témoins, de venir s'exprimer et de se libérer d'un poids, c'est-à-dire de venir témoigner de ce qu'ils ont vu. Donc, avant, ce n'était pas le cas, pendant de longues années. Donc, est-ce que ça en donne, on influence les gens à penser qu'il y a plus d'observations parce qu'on permet aux gens de parler, ou est-ce qu'il y a vraiment plus d'observations? C'est la question qu'il faut se poser. Maintenant, moi, personnellement, j'ai l'impression qu'il y a quand même plus d'observations durant ces dernières années. Oui. Après, de là à dire combien, un chiffre, je ne serai pas. Après, il faut prendre en considération que ça reste quand même des observations très, très rares. Alors, tu vois, alors là, ça c'est intéressant parce que, bon, moi, si on recense, enfin, connu apparemment par rapport à ta chaîne, dans les Alpes-Maritimes, il y aurait 3 témoins, je crois, 3 témoins. Alors, il y a 3 témoins, oui, Laurent, Fabien, si je me rappelle bien, et non, j'ai dit n'importe quoi, ça, c'est pas ça. Il y avait une histoire de militaire aussi. Hein, oui, Alain et Alex, plus ou moins aussi. Et pour l'histoire du militaire, c'est Yann. Ils sont 2. Apparemment, ils sont 2, hein, puisqu'ils étaient en binôme en manœuvre du côté de Beuil, là,
que je connais bien d'ailleurs, qui est un super endroit. Mais alors, tu vois, là, je me pose la question. Ça. Alors, je crois que c'est pas moi. Je crois que c'est pas moi. Je crois que c'est une histoire sur la chaîne de Lionel Camille, je crois. Ah, je sais pas, peut-être. Alors, je sais plus. En tout cas, il y a une histoire de militaires en manœuvre du côté de Beuil qui étaient en embuscade bien maquillés et tout, et qui sont tombés sur... c'est sur la chaîne de Lionel Camille. Ouais. Camille, ok. Donc, en fait, là, ça veut dire qu'il y a au moins 4 témoins alors, je ne sais pas sur quelle période, hein, mais alors, si tu compares après le nombre de témoins de personnes qui auraient vu un loup, mais tout simplement un loup dans les Alpes-Maritimes, ben, je veux dire qu'à mon avis, ça doit approcher le même style de pourcentage. Donc, en sachant que le loup, il est bien présent et qu'il est nombreux. Ouais. Donc là, on peut se dire, mais alors, dans ces cas-là, les témoins qui vont pas chercher les loups, parce qu'il y a plein de personnes comment dire, qui posent des caméras dans les bois pour essayer de filmer le loup, ou qui vont un peu à l'affût parce qu'ils ont simplement envie de le photographier, de le voir, et qui ne le voient pas. Donc là, on se trouve confronté à un nombre de témoignages qui est presque, j'en sais rien, il faudrait faire un calcul de statistiques, mais qui a l'air presque équivalent au nombre de personnes qui sont tombées sur des loups. Donc ça peut peut-être dire que dans ces cas-là, la population peut-être de ces créatures est peut-être plus nombreuse que prévu. Ou alors, c'est encore autre chose qui nous dépasse, parce que peut-être que ce genre de rencontre, elle n'est pas tout à fait aussi inopinée que ça, et que c'est peut-être pas des rencontres qui se font purement par hasard. On peut imaginer tout. C'est ça, Denis, c'est que c'est la question. C'est la question qui reste en suspens. C'est pour ça que je reste très ouvert, moi, sur ce sujet-là. Je n'ai pas de théorie spécifique pour l'instant parce que je préfère prendre mon temps. Et avant d'écrire une histoire, je pense qu'il faut déjà la vivre. Et donc, du coup, moi, quand je me réfère au témoignage, c'est vrai que déjà, l'aspect animal, au bout d'un moment, ça devient un peu compliqué parce qu'on est face à l'ultime prédateur, donc ce truc, il doit quand même bien bouffer. Il ne peut pas rester comme ça, caché aussi longtemps sans que personne ne le voit dans le sens des caméras, parce que, tu vois, pareil, j'ai fait mon enquête par rapport à tous ces gens qui travaillent pour National Geographic et tout ça. Tu vois, il y en a, ils laissent des caméras pendant 3 ans dans les bois. Bien sûr, oui. Et même en France, c'est-à-dire que... Oui, bien sûr, j'en connais. Ouais. Et pendant 3 ans, tu vois des animaux, et tu vois des loups, et tu vois même des lynx, enfin des animaux hyper rares. Donc, tu vois un petit peu toute la faune au bout d'un moment. Même si c'est rare, au bout d'un moment, il se fait capturer par la vidéo. Donc, comment ça se fait que cette chose-là passe à l'affût? Dans ce cas-là, il faut envisager, comme je le dis, que ça soit plus intelligent que l'animal et qu'il y ait autre chose. Voilà. Et que dans cette autre chose, on peut y mettre tout ce qu'on veut aussi. Ouais. Puis il y a le fait que là, on s'imagine toujours que cette créature, elle est vue dans les bois ou en campagne et tout, mais en fin de compte, dans certains témoignages, c'est dans du urbain, quoi, ou du périurbain. C'est ça, Denis. Ouais. Quasiment en pleine agglomération, pratiquement, des fois. Alors là, ça remet tout à plat. Parce qu'un animal sauvage, bon, c'est vrai que le loup se rapproche un peu des villes en ce moment. Peut-être parce qu'il a faim. On en a vu dans des jardins du côté de Vence et tout, mais enfin, pas en plein centre-ville et pas là où il y a des tas de voitures qui passent. Les sangliers, oui, ils s'en foutent. Ça, on est d'accord. Sangliers, c'est autre chose. Ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts. Mais il y en a été vu sur la croisette à Cannes, des hordes de sangliers. Donc, ils viennent par la mer. Hein, et des fois, ils nagent et ils arrivent par la mer. Mais là, une créature de ce style-là, aussi impressionnante, qui se dit, bon, enfin, je me mets dans sa tête, hein, ça veut dire qu'elle s'en fout complètement d'être vue, d'être dans un milieu où il y a du passage de voitures, il y a des maisons de partout dans tout le coin. Elle va se balader comme ça. Enfin, c'est complètement. Ça paraît complètement irrationnel, quoi. Et pourtant, les témoins sont là. Ils ne fabulent pas, parce que s'ils avaient voulu. Si le témoin était un mythomane, il aurait plutôt dit bon, moi, je me baladais dans les bois, je cherchais des champignons, je suis tombé sur ça. Il ne va pas se dire non, en pleine ville, dans un truc où on sent que le témoin, il a vécu quelque chose qui, de par sa description, c'est du vécu. C'est pas de l'inventer. Parce que quand tu inventes quelque chose, si tu veux vraiment inventer quelque chose, tu mets la forme. Hein.
Tu vas faire du Ouais, puis, sensationnel. ouais, voilà, t'en rajoutes un peu, voilà. Tu vois, tu parles de ça, mais l'exemple de Alain, et je prends l'exemple d'Alain, mais quand je me suis rendu sur les lieux où on a fait le trajet ensemble en voiture, ben, on est en ville, quoi. On est en ville. Oui, Alors, bien bien sûr. sûr, il y a des flancs de vallée mais c'est Nice, quoi. Enfin, Mhm. je veux dire, on est en ville, quoi. Et je repense aussi à Kevin, je repense au dernier témoignage là, il n'y a pas longtemps, où c'est carrément dans une cave à vélo. Et même l'autre témoignage qui vient après, qui est non loin de bâtiments habités, au bout d'un moment, oui, effectivement, c'est quand même bizarre qu'on le retrouve carrément dans un bâtiment ou aussi près des villes. Ça voudrait dire que oui, des fois, il s'en fiche un petit peu d'être vu, ou alors il sort peut-être la nuit pour éviter d'être peut-être aperçu, oui, dans sa majorité, mais des Oui, gens mais en ville. l'aperçoivent aussi en pleine journée. Voilà, en Donc, pleine journée aussi. ouais. Donc, c'est pour ça, ça fait poser énormément de questions. Bah, Et c'est le comportement qu'il a chaque fois avec le témoin, l'interaction que la créature a, fait penser qu'on sort du cadre animal, simplement animal. En tout cas, moi, ça m'en donne l'impression. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, mais moi, c'est cette impression que ça me donne. oui, 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 pour moi, ça n'a rien à voir avec un simple animal. Mais je pense que peut-être qu'il y a une piste, justement, par rapport au fait qu'il se montre en ville, qu'il se montre en fait dans n'importe quel endroit. Je pense que peut-être que la piste, elle est justement par rapport au témoin. Parce qu'il n'a pas été vu par 50 personnes, il a été vu par une personne. Que ce soit en ville, dans son jardin ou je ne sais où, il a été vu que par ce témoin-là. Euh, pour moi, il y a quelque chose là. Il y a une interaction, enfin, j'ai du mal à croire que ce soit purement par hasard. Parce que sinon, il aurait peut-être vu ailleurs, quand il y a un troupeau, enfin, voilà, ou même un loup, bon, bah, quand il va se balader, ça arrive qu'il se rapproche des fois un peu des villages, il est pris en photo, il est filmé, il y a plusieurs témoins. Puis on voit bien que lui se balade, il cherche son truc. Oui, Là, c'est je comme s'il vois ce se que tu veux dire. montre, il veut se montrer à ce témoin, peu importe les circonstances, il faut qu'il soit vu par lui. Mm. Tu vois, pour moi, il y a quelque chose il y a un truc à gratter là, à mon avis. C'est pour ça que, bon, après, moi, je peux toujours partir dans des, comment dire, dans des théories, pas des théories, parce que c'est pas ça, mais des hypothèses, on va Ouais, dire, des brides d'idées comme ça. des brides d'idées par rapport, moi, à mes expériences sur un plan un peu plus subtil. Si on admet peut-être le karma, la réincarnation, on peut tout imaginer à ce niveau-là, hein, par rapport à ce qui peut se passer, parce qu'il y a des liens karmiques il y a des rencontres. Enfin, dans mon domaine, quand on parle de rencontres karmiques, en général, c'est des rencontres entre humains. En général, c'est bon, c'est des histoires des fois un peu amoureuses aussi. On peut ramener ça du karma. Mais là, est-ce que ça pourrait pas être. Alors, j'affirme rien, attention, hein. Non, Je mais suis. c'est bien, Voilà. bien Mais de partir. est-ce que ça ne serait pas peut-être à l'occasion une espèce de rencontre karmique par rapport à des événements vécus en lien avec cette créature là où je te rejoins, qui n'est pas un animal lambda. Il y a, pour moi, ça ressemble à. Alors, je dis bien que je n'affirme rien, attention, hein. J'émets des hypothèses, mais ça ressemblerait un peu à des créatures hybrides créées, quoi. Créées par des. On a pas, tu sais, Docteur Folamour ou je sais plus quoi, là, ou l'île du Docteur Moreau, hein, je crois que c'est ça, où il Oui, oui. crée des. Voilà, bon, ils en parlent déjà un peu. Alors, je dis pas que c'est. Pour moi, je pense que ça se fait déjà, hein. Je suis même persuadé, mais peut-être que c'est bien antérieur aussi à notre siècle. On ne sait pas, parce que l'histoire du Yéti, de l'Almasty, tous ces trucs-là, et même de loup-garou, c'est pas d'aujourd'hui. C'est On le ça. retrouve dans le temps et dans les vieilles, vraiment dans le Dans le passé, folklore. dans l'histoire, hein, dans le folklore. Donc, on ne peut pas dire que c'est un laboratoire qui a fabriqué ça au XXIe siècle. Donc, mais bon, on sait aussi que notre histoire n'est pas forcément tout à fait aussi celle qu'on l'on croit, si on remonte dans les millénaires. Mais bon, peut-être qu'il y a un lien comme ça avec et que ces créatures sont liées, que ce soit le Yéti, Bigfoot, Almasty et le loup-garou. Peut-être Après, qu'ils ont c'est ça. un lien quelque part C'est d'origine.
C'est exactement ça, Denis. C'est que si on s'intéresse à un sujet comme le Dogman, ou d'autres diront le loup-garou, je pense qu'il faut aussi s'ouvrir à travailler sur d'autres créatures de ce type, parce qu'on remarque que certains traits, certaines caractéristiques semblent similaires. Je pense aux yeux jaunes, je pense aux yeux rouges, je pense au fait que des fois ça ne fait pas de bruit quand ça se déplace, que d'un coup, hop, on ne voit plus le machin. Hein. Donc, il y a quand même des choses qui font un lien. Et donc, si on veut avancer dans notre recherche en quête de vérité, il faut obligatoirement s'ouvrir à travailler aussi sur ces autres créatures qui semblent aussi avoir des traits similaires avec ce fameux Dogman. Et puis là, on en vient aussi aux similitudes entre les témoins qui voient le... Excuse-moi de couper Denis, mais regarde, le Montman, très noir, les yeux rouges. Exactement. Ça serait dommage de passer à côté de ce genre de détails, tu vois. Ah ouais. Et bien justement, ça m'amène un peu à ça, aux rencontres rapprochées, où on voit que le contexte de ces genres de rencontres est assez similaire aux rencontres entre Dogman et une rencontre. Et en plus, des fois, il y a les deux. Par exemple, si moi je prends le cas de Nicole que j'ai interviewé, alors elle ne dit pas que c'est un Dogman, pour elle c'était un chien, mais un chien aux yeux rouges qui se balade, qui traverse la rousse, juste avant qu'elle fasse ses rencontres avec ces sphères lumineuses-là. Très intéressant. Ben oui, c'est. Puis bon, l'attitude du soi-disant chien est un peu bizarre, quoi. Je vois pas un chien comme ça, ce qui se balade la nuit, qui traverse la route, qui s'en va je sais pas où. Bon, ça peut arriver, mais c'est pas évident. Bon, enfin, et puis tout le contexte, l'ambiance, quoi, le fait aussi. Alors là, les gens vont sûrement, mais ceux qui nous regardent vont dire, mais pourquoi ils prennent pas en photo? Pourquoi ils sortent pas le portable? Pourquoi on les prend pas en photo? Ben, c'est la même chose que quand on voit un ovni, j'ai l'impression, ou qu'on fait, déjà il y a un état de sidération, je pense. On est pris par ce qu'on voit, et ça ne nous vient pas à l'idée d'avoir le réflexe de sortir vite l'appareil à photo. Moi j'ai vu plusieurs fois des ovnis, évidemment. Après, même pas j'y pense à sortir Pourtant, je les ai, hein, j'ai tout, hein, mais j'y pense même pas. Mais je pense même pas avoir les jumelles à côté de moi, parce que des fois, je dis ce serait bien. On n'y pense pas parce qu'on est surpris, même si on. Et puis, je sais pas, on est devant un spectacle. Alors, je parle d'OVNI ou de machin comme ça. Tu sais, même si tu le sortais, même si les téléphones à l'heure d'aujourd'hui filment bien en journée, filment ça la nuit avec un zoom, on peut très bien dire c'est une étoile le truc, tu vois. Alors, j'ai eu des copains, enfin, j'y connais des personnes en tout cas qui en ont filmé pendant quelques minutes. On les voit assez bien, mais là, ils étaient bien préparés parce qu'ils venaient pour ça. Mais puis moi, personnellement, honnêtement, je m'en fous. Je m'en fous de filmer des ovnis parce que j'ai rien à prouver. Et pour moi, admettre le phénomène, ça passe pas par des preuves de ce style-là. Par contre, donc ça explique aussi peut-être pourquoi les gens n'ont. Enfin, tu vois un Dogman, un loup-garou, un truc comme ça. Je pense que tu dois être dans un état, tu dois plus à la limite dire est-ce que je vais survivre à un truc comme ça, est-ce qu'il va pas me bouffer, que vite sortir et on va se faire un selfie, quoi. Non, j'y crois pas, c'est pas possible. Par contre, ce que j'ai vu dans tes enquêtes, que tu as quand même quelque part c'est une preuve, puisque ça a laissé quand même des empreintes qui ont pu être analysées aussi. C'est ça. Alors, moi je dis que c'est un semblant de preuve, parce que c'est pas du sang, c'est pas de l'ADN, c'est pas un corps. Mais en tout cas, en Europe, à l'heure d'aujourd'hui, pour moi, c'est le semblant de preuve le plus authentique. C'est-à-dire qu'en plus, je sais comment cette empreinte est venue à nous et ensuite à moi. Je sais qu'on en a retrouvé après plus tard aussi, plus loin. On en a refilmé aussi. Donc, je l'ai fait expertiser par un professionnel et il n'arrive pas à réellement identifier l'empreinte. Au début, il pense que c'est simiesque, mais le problème, c'est qu'on voit bien qu'il y a des griffes, des ongles qui ont été plongés dans la terre parce que c'est très profond, donc ça doit avoir des ongles, des longues griffes. Et c'est là où ça casse l'idée que ça puisse être simiesque. Donc c'est très, 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 très bizarre. Et là où on retrouve ces empreintes-là, il faut savoir qu'il y a eu 2 observations. Ouais. Donc, il y a un lien aussi à faire là-dessus. Maintenant, je ne peux pas dire, d'ailleurs, si je disais que c'était une preuve, je me mettrais en danger, parce
que du coup, tout le monde viendrait me dire, ah, mais en quoi c'est une preuve, ça, t'as pas le corps, t'as pas le poil, t'as nanana. Mais en termes de quelque chose qui se rapproche le plus ici à l'heure d'aujourd'hui en Europe, j'ai l'impression que ces empreintes-là peuvent être pour moi un semblant de preuve qui amènerait à montrer qu'effectivement, à ce moment-là, il y a une putain de bestiole qui a fait des putains d'empreintes, mais malgré qu'elle ait fait des empreintes, on va se retrouver face à, encore une fois, un contexte compliqué, vraiment très complexe, c'est-à-dire qu'on va trouver des empreintes, mais après, comment ça se fait qu'on n'en trouve pas d'autres qui continuent à marcher? Pourquoi il y a des empreintes là, puis on n'en trouve plus, puis après on en retrouve un peu plus loin, mais beaucoup plus loin, puis ensuite autour, il n'y en a pas d'autres. C'est vraiment des choses assez, c'est quand même bizarre. Là aussi, on sort du cadre juste animal. Ou alors le truc, il s'envole, il a des ailes, tu vois. C'est Alors là, tu vois, particulier. c'est particulier parce que ça me ramène à un souvenir que je t'avais raconté, mais que je vais raconter en direct là. Un ancien souvenir qui date de waouh. Oui, j'étais jeune, j'avais 15 ans, donc ça fait. Bon, je ne veux pas compter parce que sinon je vais me sentir trop vieux d'un coup. Mais enfin, j'avais 15 ans à l'époque et je faisais de la spéléologie, de la spéléo. Et c'était un dimanche, je m'en rappelle. On cherchait l'entrée d'un gouffre pour l'explorer, quoi. Et en fait, il avait vachement neigé et on avait du mal à trouver, on ne trouvait plus l'entrée, quoi. Le paysage change un peu, on n'a plus les traces, on n'a plus les chemins. Donc, on s'était divisé en plusieurs groupes, quoi, pour essayer de trouver l'entrée. Et on avait mis un temps fou, hein. Je crois qu'on avait mis plus de 2 heures, on avait perdu presque 2 heures avant d'en fait de la trouver. Et donc, moi, j'étais en train de marcher dans la neige, en train de chercher un peu l'entrée du gouffre. Et je suis tombé sur des empreintes dans la neige, mais des empreintes comme ça, j'ai jamais vu ça. C'était énorme. C'était des empreintes. Pour moi, je dis, mais on dirait un ours. Ouais. Alors, on sait qu'il y a des cerfs, bon, les loups à l'époque, ils n'étaient pas encore là, mais même ça n'a pas du tout l'aspect d'un loup. C'était énorme. C'était énorme, ça s'enfonçait profondément dans la neige. Et Ouais, ça montrait qu'il y avait un poids, quoi. il y avait un poids, bon, voilà, il y avait un poids. Donc, bon, après, bon, évidemment, là, je me suis dit, en réfléchissant, je me dis, bon, peut-être que les empreintes se sont faites au moment où la neige tombait, c'était la poudreuse, donc elle n'était pas tassée, ça s'est enfoncé, peut-être, hein. Quoi qu'il en soit, c'était bien enfoncé. Mais le truc, c'est que ces empreintes, ces traces disparaissent d'un coup. Il n'y en a plus. Et je suis parti en arrière pour voir d'où elles venaient. Il n'y avait pas de traces. Il n'y en avait que sur quelques mètres. Et c'était en plein air, donc on ne peut pas dire que c'est la neige qui est tombée ailleurs qui a tout effacé les autres avant et après. Non, ça ne tient pas la route. On les voit sur quelques mètres, il y avait ces empreintes-là, et après, plus rien. Et elles étaient énormes, hein. Pour moi, bon, j'étais jeune, je peux pas. Pour moi, c'était. J'ai pensé à un ours, quoi. C'est des empreintes tellement énormes, quoi. Je dis, je vois pas quel animal dans les Alpes-Maritimes peuvent laisser des traces comme ça. Et puis c'était du bipède pour moi, hein. Ouais. C'était 2. Bon, c'était pas 4, hein. Donc je ne sais pas. Voilà. Enfin, ça c'est l'anecdote qui m'est arrivée à un moment donné. Mais c'est bien que tu le relates parce que tu vois, encore une fois, on tombe sur un truc. Un peu où on trouve quelque chose, mais au final, on pense avoir trouvé quelque chose de palpable, mais on se retrouve encore une fois face à quelque chose qui va être encore plus compliqué à expliquer. Ouais, tu veux, pour moi, là, un peu la similitude un peu avec le phénomène OVNI tel qu'il est un peu décrit, c'est cette espèce de, pas de fugacité, mais où j'ai l'impression qu'ils brouillent un peu les pistes en même temps, hein, pour nous laisser un peu sur notre face, c'est-à-dire qu'ils apparaissent, ils font un peu comme une mise en scène, quoi. Ça ressemble un peu à une mise en scène on retrouve ça dans des rencontres rapprochées du troisième type, hein. Après, les autres rencontres, contacts, c'est encore différent. Et encore que, il y a toujours une forme de mise en scène. On retrouve un peu une. Ils sont pas là pareil, ils sont en train de nous. Des fois, ils ils sont en train de chercher des plants de lavande. Ouais, des plants de lavande, c'est bon. Ils vont en chercher pendant 150 ans des plants de lavande. Ils attendent bien que le témoin les voit. En fait, ils se mettent en scène. Et on retrouve un peu ce truc-là dans le Dogman. C'est pour ça qu'il y a plein de similitudes dans ce. Alors, je dis pas que c'est une créature extraterrestre, le Dogman, hein. Pas du tout. Je n'irai pas jusque-là. Je pense pas même.
Mais parce qu'il y a, bon, c'est différent. Il y a eu des créatures. Moi, j'ai des témoins. Hein, je ne sais pas si tu connais Eric Zurcher, qui a fait un nez. Bon, c'est un chercheur qui s'est spécialisé dans les rencontres de troisième type. Et il a sélectionné vraiment les cas les plus passionnants, les plus fiables. Et il te raconte des histoires, mais incroyables, hein, de créatures comme ça qui se baladent au milieu des voitures, quoi, en Italie. Des créatures de 3 mètres de haut. Hein. Alors, je ne dis pas que ça ressemble à un Dogman, ça ressemble encore à autre chose. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre de côté le sujet ufologique. On ne peut pas le mettre de côté parce qu'on ne sait pas non plus, quoi, parce qu'il peut y avoir des similitudes. Par exemple, moi, si je te donne au col de Vence, pour ceux qui connaissent, qui est un endroit assez plutôt bien chargé dans ce domaine-là. Alors, je ne sais, moi, je n'ai pas de témoignage de personnes qui auraient vu un Dogman. Peut-être qu'il y en a, hein. En tout cas, moi, de mon époque, je n'ai pas vu ça. Mais par contre, il y a eu, en tout cas, un hurlement, que je qualifierais de terrifiant, qui a été entendu par pas mal de témoins au col de Vence, et qui se déplace, qui se rapprochait de nous. Donc, par contre, on ne sait pas quel genre de créature il a produit, mais en tout cas, le son, cette espèce de hurlement, tel qu'il a été décrit, les personnes étaient l'emmenaient pas large, quoi. Donc, ça a été entendu avec vraiment des personnes qui ne se connaissent pas forcément, hein, plusieurs témoins différents. Après, est-ce qu'il y a eu d'autres trucs comme ça? Je ne sais pas, parce que bon, voilà. Alors, est-ce que c'est à rapprocher aussi avec un Dogman, avec un phénomène ovni qui a lieu, qui est là-bas, c'est assez récurrent? On ne sait pas. Enfin, ça reste beaucoup de mystères encore pour l'instant, donc je pense qu'il faut continuer à les recherches, à enquêter. Alors, pour toi, d'ailleurs, on va bientôt en terminer. Pour toi, quelle est l'histoire auquel tu as enquêté qui te, mis à part la tienne, évidemment, que tu as trouvé le plus fantastique et dans lequel peut-être tu continues à enquêter, en France ou à l'étranger, je ne sais pas. Alors, on va dire une en France, une à l'étranger. Bon, déjà, moi, si je pars de mon témoignage, c'est vrai que quand je vois cette chose, j'ai l'impression que je la surprends. Je n'ai pas l'impression, si tu veux, que j'ai un don spécifique ou quoi que ce soit. Je pense que, d'ailleurs, je ne pensais pas à cette époque-là, oui, on regardait tous des films un peu de loup-garou et tout, mais jamais dans l'optique ou l'idée d'en croiser un. Mais, donc, si tu veux, si je me réfère juste à mon observation, je pourrais me dire que j'avais eu que j'étais en face d'une créature, d'un animal, purement et simplement, qui est bizarre, qui a des caractéristiques disons-le, d'un Dogman, mais qui est tout à fait quelque chose de tout à fait matériel. Seulement, ça voudrait dire que j'utilise que mon témoignage. Et ce n'est pas intéressant. Si je cherche à comprendre, je pense qu'utiliser juste ce que moi j'ai vu, ça vaut rien. Parce que dans ce cas-là, je me dirais, c'est bon, c'est un animal bizarre qui n'a jamais été répertorié, et puis basta, et je l'ai croisé. Tu vois, j'en resterai là. Mais on voit bien que c'est quelque chose de plus. Et maintenant, je me dis même que, tu vois, mon observation m'a amené là où j'en suis aujourd'hui. Est-ce que c'était pas voulu aussi, d'une certaine manière, tu vois? Donc, ça, c'est pour faire référence à mon témoignage, avec du recul, et maintenant en 2023. Alors, le plus surprenant en termes de témoignage en France, je pense que ça reste celui d'Alain. Mais dernièrement, quand même, en étant allé sur les lieux de l'observation de Yannick, mais aussi sur un autre lieu il y a 2 mois de ça, où là, le soir, le drone semble filmer ce qui s'apparente, alors il faudrait faire analyser peut-être l'image par des professionnels, mais en tout cas, il semble que le drone ait filmé quelque chose d'ovoïde, une sorte de cigare, de tic-tac blanc, donc qui va très vite et qui donc rentre dans cette fameuse forêt où la personne au printemps aurait vu Dogman et sa femme aura entendu des bruits dans l'endroit non loin de cette maison qui laisse supposer qu'il y avait plusieurs Dogman à cet endroit-là. Et donc, si on se réfère aussi à l'observation et le fait que le drone ait filmé cette chose ovoïde blanc qui passe très vite, on est face à un cas ufologique aussi, d'une certaine manière, tu vois. C'est pour ça qu'il faut vraiment pas mettre ça de côté. Je pense à Ravillier aussi, le chasseur qui dit qu'il est face à une sorte d'homme, mais avec une tête d'oiseau. Et cette tête d'oiseau, c'est pas un masque, c'est une vraie tête d'oiseau qu'il a sur lui, quoi.
Donc, il y a quand même des choses, des traits comme ça. Et je pense qu'on en saura plus dans l'avenir, où effectivement, l'ufologie, on s'aperçoit qu'il y a des créatures parfois qui sont un petit peu avec un look animal, quoi. Donc, c'est assez tendancieux. Et donc, pour le témoignage qui m'a le plus marqué, hormis celui d'Alain en France et le dernier dont je parle là, mais c'est celui de Martin. Parce que Martin, en fait, quand il a son observation en tant que park ranger avec son collègue, donc il observe un dogman. Dans l'après-midi, il entend des bruits dans les arbres. Donc, en rigolant d'ailleurs, son collègue lui dit « Est-ce que ce n'est pas des Bigfoot qui font ça ?» Ils en rigolent sur le moment, mais plus tard, ils se disent peut-être qu'en fait, les Bigfoot nous alertaient en disant « Restez pas là, les gars, ça va chauffer pour vous, un dogman qui va vous bouffer le cul. » Tu vois. Et le soir, ça n'a pas loupé. Donc, il y a ce fameux dogman qui apparaît, qui grogne et tout ça. Je passe les détails parce que j'en parlerai. Oui. J'ai eu le droit. Martin m'a donné l'autorisation de transcrire, de traduire son observation, donc ce que je ferai sur la chaîne prochainement. Et au moment de partir, donc de s'échapper, et ben en fait, il croise 2 Bigfoot d'une taille assez colossale. Et donc, il les croise et les Bigfoot ne bougent pas, ils sont tous les 2 debout et les regarde partir. Et donc, lui, il se dit, dans cette observation, est-ce que les Bigfoot étaient là pour qu'on puisse s'échapper et que le dogman ne nous attaque pas parce qu'ils étaient 2 en plus et qu'ils étaient costauds, ou soit est-ce que le dogman était carrément le chien de compagnie des Bigfoot? Voilà. Bon, lui, bien sûr, part sur cette idée que les Bigfoot étaient plus là pour les protéger et leur signaler, mais déjà, ne restez pas là. Ils sont restés et donc les 2 Bigfoot étaient là pour les protéger du dogman. Donc ça, c'est un park ranger, un shérif retraité. C'est hallucinant cette histoire. Parce que là, tu as les 2, quoi. Tu as les Bigfoot avec les loups-garous, quoi. Dogman et compagnie, quoi. C'est pour ça que pour moi, c'est un témoignage assez fort qui m'a. Alors, j'irai la regarder quand tu la mettras en ligne. Alors d'ailleurs, pour tous ceux qui sont intéressés, dans la description, je mettrai le lien de la chaîne Connexion Mystère de Virgile. Et vous pourrez, comme ça, vous abonner, regarder toutes les vidéos qu'il a fait, parce que des histoires, des témoignages de tout. Et puis, bon, là, c'est pas le sujet de ce soir, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les glimmers, toutes ces que je découvre aussi. Hein. Bon, là, qu'on pourrait peut-être Glimmerman. Là, bon, j'en ai pas vu beaucoup, mais plus que j'ai regardé, là, il y a des trucs qu'on pourrait peut-être rapprocher. Là, plus précisément avec quelque chose d'extraterrestre, là. Mais ça fait un peu bizarre. Hein. Ça nous fait penser un peu au Predator, d'ailleurs. Oui. Mais enfin, c'est une chaîne ta chaîne est vraiment passionnante. Et moi, je suis. En plus, là, tu vas aussi. Tu reviens du ranch de l'Utah, là, du fameux. Comment on appelle ça là oui, Skinwalker Ranch. Ouais. Skinwalker, donc tu vas nous sortir. J'ai hâte de la regarder. Alors, je ne suis pas rentré dans le Skinwalker Ranch, mais j'étais autour du Skinwalker Ranch. Et maintenant, maintenant de retour en France, j'avoue que la plupart des témoignages ne se concentrent pas à l'intérieur, mais bien autour. Donc, c'est vraiment la zone en général qui semble animée de phénomènes étranges. C'est le Disneyland du paranormal. Oui, bah c'est ça. Hein. C'est comme au col de Vence. Ça ne passe pas uniquement au col même. Ça déborde largement sur toute la vallée du Loup. Et d'ailleurs, il y a pas mal de similitudes, je trouvais, entre certains phénomènes qui sont passés au col de Vence et le Skinwalker Ranch. Hein. Oui, de toute façon, en France, il y a des trucs. Hein. Ouais, on n'a pas à rougir, hein, franchement. Non, pas du tout. Hein, Et puis, on a de très, très bonnes données aussi en France, peut-être plus même qu'eux en ont. Et eux, il faut savoir que nous, on a une démarche quand même très passionnelle. Et quand même, maintenant, là que je suis ici en France, je peux vous dire qu'il y a quand même aussi ce problème de business, de toujours mettre de l'argent sur tout. Et donc, du coup, ça limite. Alors, ils ont les gadgets dernier cri, mais comme il faut créer du suspense pour enclencher d'autres saisons et faire tourner la monnaie, faire tourner l'argent, fructifier. Donc, du coup, il ne faut pas non plus que ça avance trop vite parce qu'il faut faire la saison suivante. Donc, si vous voulez, si tu veux, ça limite un peu le plan de recherche, j'ai envie de dire. C'est pour ça que je dis qu'en France, on n'a vraiment pas à rougir. On a des lieux incroyables,
Bien sûr. Toi, tu connais le col de Vence. Moi, j'en connais aussi d'autres, mais que je garde secret parce que j'ai pas envie d'avoir n'importe qui s'y rende. Moi Mais aussi. non, non. J'en ai encore d'autres secrets. Mais ça, Ah, je le attends, mais garde que pour moi. regarde-moi aller alors. Hein. Et, Alors, pas devant tout le monde. Non. Je préfère ouais. les préserver encore. Parce Bah, que, écoute, voilà. parfait, parce que moi, de toute façon, je pense qu'un jour, je viendrai au col de Vence et du coup, ben, Bien en même sûr. temps, je prendrai plaisir à te rencontrer Ah ben, très et du coup, volontiers. peut-être à aller à ces endroits un peu Ah, secrets. tu auras droit à la visite guidée de tout le coin. Et puis, j'ai un autre truc aussi à te raconter hors ligne parce que je Ah, pense que ça génial. va te plaire aussi. Ouais, oui, Ok, ben quand tu super. viendras, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Donc voilà, Donc, ne vous ben, c'est pas les Français, on peut être fiers de notre travail, de notre façon de rechercher aussi, parce que j'ai l'impression qu'en termes de preuves et d'avancées, on en a autant qu'eux, rassurez-vous. Et le problème, c'est que là-bas, le phénomène étrange, mais quand ça se passe, va être de suite utilisé à des fins de marketing aussi. Et donc, ce qui va limiter, du coup, la recherche, marquer les gadgets dernier cri. Alors que nous, je pense que beaucoup de gens le font avant tout par passion. Et du coup, ce qui nous pousse à essayer de chercher encore plus, parce qu'on n'a pas peut-être aussi tous ces gadgets dernier cri. Voilà, donc oui, force et honneur à la France aussi. Voilà. voilà, puis c'est l'esprit typique américain, hein, business. Ça a été compliqué un peu là-bas pour moi. C'est leur truc. Hein. Je ne sais pas si on peut leur en vouloir parce que c'est un peu dans leur gène, hein, faire du fric sur tout et n'importe quoi. C'est leur truc. Ah, Mais je bon. l'ai bien vu. Ouais. Mais après, bon, heureusement, l'expérience a été incroyable. J'ai rencontré aussi de très belles personnes. Mais voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai fait ce que je voulais faire surtout. Et j'ai eu la chance d'ailleurs d'interviewer Travis Walton, qui était pour moi le Ah champion. oui, Travis J'ai Walton. Ouais. rencontré des gens du Skinwalker Ranch avec qui j'ai créé des liens d'amitié, mais j'aurais pu, je pense, me rendre à l'intérieur du Skinwalker Ranch, mais j'avais pas envie d'insister là-dessus. Je pense que j'avais déjà assez fait. Et voilà, j'avais d'autres options, j'avais d'autres choses en vue que forcément, absolument, me rendre dans un endroit où finalement, c'est pas juste un endroit, mais toute la zone qui est habitée par les phénomènes étranges. Tout un phénomène. Ouais. Et tu as rencontré Travis Walton, ça c'est génial. Ouais. Oh, le kiff. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Travis Walton, c'est l'histoire du bûcheron qui avait été abducté par des extraterrestres à l'époque et dont ils ont fait un film, Un éclair dans la nuit, qu'on peut trouver encore facilement sur YouTube ou ailleurs en stream. C'est une histoire qui a marqué beaucoup de générations déjà. Ouais. Parce que bon, le film est impressionnant, mais l'histoire est tout aussi impressionnante. Donc j'ai regardé beaucoup de documentaires sur lui. Bon, c'est du sérieux, hein, c'est pas de. Ouais, Parce que là, on le sent marqué. On sent que le gars, on sent qu'il. que toute Ouais. sa vie, il a essayé de. Voilà, il a Ouais. fait comprendre aux gens que ce qu'il disait, c'était pas des salades. Quoi. Voilà. Bon, j'ai vu dernièrement, je crois que c'est en France, ou je sais pas si c'est qu'en France. Bon, il y a quelques ufologues qui essayent de le descendre en disant que. Voilà, qu'il aurait un peu inventé tout ça, mais bon, moi, le domaine ufologique, j'ai pris mes distances avec, hein, alors, pas avec tout le monde, parce qu'il y en a qui ont beaucoup d'ouverture d'esprit, qui sont assez ouverts à ça, bien évidemment, à un domaine autre que les taux, les boulons. Mais c'est vrai qu'en général, bon, les gens, dès que ça va un peu trop loin, c'est fini, les portes se ferment. Hein. Après, c'est vrai que je vois pas l'intérêt parce que finalement, Bien sûr l'heure que de non, gloire de Travis Walton, elle n'arrive que bien plus tard, il y a quelques évidemment. années. Parce que les gens se disent, bon, il a peut-être vraiment vécu quelque chose, ce pauvre mec. Parce que tout le reste, pendant de longues années, il en a chié, quoi. Enfin, je veux dire. Mais c'est ça, c'est les personnes qui vivent des abductions comme ça. Alors moi, j'en ai rencontré plusieurs, j'ai pu en suivre de très près quelques-uns et quelques-unes. Laisse tomber, c'est une vie, c'est vachement dur leur vie. Hein. Quand on vit ce genre de phénomène. Alors lui, il a été enlevé une fois, mais moi j'en connais qui sont enlevés régulièrement, qui ont été enlevés régulièrement. J'en connais encore hein, pour certains. Et en France, il y a le CERO qui s'occupe très bien aussi de toutes ces choses-là. Leur vie, moi, non. Franchement, je préfère être à ma place qu'à la sienne, qu'à la leur, parce que c'est vraiment traumatisant, quoi. Ouais, j'imagine. C'est quelque chose de. Ils ont vraiment une vie très, 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 très difficile. Donc, aller s'amuser à inventer ça. Non seulement le fait que ce qu'ils vivent en tant qu'expérience est très dur, mais en plus, ils doivent avoir
tous les raillements, tous les autres personnes qui se foutent d'eux, qui les prennent pour des débiles ou des menteurs, en plus de ce qu'ils vivent, qui savent ce qu'ils vivent, c'est pas des fous du tout. Hein. Ouais. Donc c'est vraiment quelque chose de pas facile. Et pour Travis Walton, alors je sais pas, lui, il aurait été. Bon, on va pas parler de lui maintenant, mais parce que de toute façon, tu l'as raconté. Mais je pense qu'il a dû vraiment vivre. Oui, ça n'a pas dû être facile toute sa vie. Ouais, puis ce qui rend la chose très, très, très vraie, finalement, c'est que lui, quand il me parle, quand j'y pose la question, une des questions, bien sûr, c'est que lui, il est persuadé, quand il se réveille dans le vaisseau spatial, c'est qu'au bout d'un moment, après quelques minutes, il se dit, bon, en fait, soit c'est des copains qui nous jouent un tour, soit en fait, il pense que c'est Hollywood qui l'a pris au hasard, comme ça, et qu'en fait, pour rendre le film tout crédible, ben, ils y ont rien dit, comme ça, ben, ils ont vraiment quelqu'un qui a vraiment peur, qui ressent des choses. Et lui, il pense que c'est un film d'Hollywood qu'ils sont en train de jouer et qu'ils ont créé tout un contexte et que, tu vois, il a endormi et tout. Et je trouve que quand il dit ça, tu vois, moi, je l'ai lu en face quand il me raconte ça, et je trouve que ça rend tu vois, il est allé jusqu'à se dire que c'était Hollywood pour se rassurer en disant non, je ne suis pas dans un vaisseau spatial, ce n'est pas des aliens, quoi. Donc, c'est pour quand même comprendre le sens, la profondeur de son témoignage et se dire que s'il allait jusqu'à là pour essayer de se rassurer sa conscience, c'est que ce mec-là, pour moi, il a vraiment vécu quelque chose. Oui, il n'est pas battu comme ça toute sa vie pour. Non, puis de toute façon, les canulars, quand il y en a, ça tombe vite. En général, ça tombe vite. Après, il y a des vraies histoires où les témoins d'enlèvement ou choses comme ça vont par la suite, pour avoir la tranquillité, vont dire qu'ils ont inventé, que c'est un canular. Alors que c'est pas vrai, ils ont vraiment vécu. Ils disent ça pour simplement dire, maintenant là chez nous, voilà. Là chez nous les baskets, on a tout inventé, il y a prescription, voilà, tac, voilà. Donc après, voilà. Et puis là, tu as des grands ufologues qui arrivent tout contents. Ah, je vous l'avais dit que c'était un canular. Alors, parce que, bon, enfin, je ne veux pas rentrer dans le débat entre soi-disant ufologues de la dernière heure, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui sont de la dernière heure, qu'on ne connaissait pas il y a 15 ou 20 ans. Je ne connais pas trop cet univers. Voilà, moi je connais assez bien, pour ça je m'en suis démarqué, parce que je ne suis pas tombé de la dernière pluie non plus. Hein. J'ai 60 ans. Ça fait pas, c'est pas d'aujourd'hui que je m'intéresse à ça et j'en ai vu et je connais très bien ces milieux-là et je connais les nouveaux venus qui se mettent en avant, ça fait que quelques années et qui prétendent tout savoir. Bon, enfin, on va pas rentrer dans le débat ni polémiquer là-dedans parce que moi j'en suis sorti, mais c'est un peu pour mettre parfois un peu les pendules à l'heure aussi, quoi. Dans tous ces domaines-là. Alors là, c'est le domaine ufologique, mais aussi dans le domaine spirituel, c'est pareil. Hein. Il y a un peu de tout et n'importe quoi. Et c'est bien voilà, c'est bien d'écouter un peu les vieux de la vieille. Mais bon, je rentre dans la catégorie les vieux de la vieille maintenant. J'ai passé le cap, ça commence à faire. Voilà quoi. Moi, je suis. Voilà. Bon. En tout cas, écoute, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette fois, en tout cas. Okay. Donc, c'était super passionnant. Moi, je pense, tous ceux qui vous nous regardez, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Laissez vos commentaires, de liker, évidemment. Les vieux trucs YouTube, là, ils aiment bien ça. De mettre un like, hein, parce que ça marche comme ça, YouTube. S'il n'y a pas de like, YouTube, il vous laisse dans votre YouTube, coin. Il est cruel. Il est cruel, hein. Donc, de liker, de partager si vous avez aimé, et puis d'aller voir sur la chaîne de Connexion Mystère de Virgile, il y a plein de choses passionnantes. J'ai passé des soirées entières, hein. Dans mon lit, tac, je mettais... Ah ouais, parce que moi j'adore faire ça. Je me cale dans mon lit, je me mets mon iPhone, tac, je me mets au truc là, et je me regardais des émissions de Connexion Mystère, et il y en a vraiment... Je suis content de l'apprendre. Ah oui. Moi, tu sais, quand je suis passionné, je suis passionné. Quand je m'intéresse à un truc, je vais à fond. Ah, je vais jusqu'au bout. Hein. Voilà, et c'est rare que je tombe sur des choses qui me passionnent encore parce qu'il y a beaucoup de tout et n'importe quoi dans ces domaines-là. Et là, et en plus, je découvre quelque chose. Tu m'as fait redécouvrir quelque chose. Tu vois, je pensais à mon âge que j'avais fait le tour. Ben non, pas du tout. Pas du tout. Il y a encore plein de choses à découvrir, quoi, tu vois. Et en plus, voilà, chez moi et tout, il y a aussi des trucs comme ça. C'est fantastique. Donc, voilà, écoute, je te remercie, Virgile. Moi qui te remercie, Denis.
Bah, écoute, voilà, et puis on se retrouvera sûrement peut-être pour d'autres émissions. On verra. C'est sûrement tellement de choses à voir, encore à découvrir, on aura sûrement d'autres occasions. Allez, on vous laisse. Prenez soin de vous et à très bientôt. Salut tout le Allez, monde. au revoir à tous.